Merci, monsieur le modérateur. Je vais commencer par dire merci aux organisateurs aussi pour la qualité de la conférence et éventuellement les thèmes qui sont développés. Avant de répondre à votre question, je voudrais entrer en matière en disant que lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement, nous parlons de la guerre, des guerres et des conflits. Et au-delà des considérations sociopolitiques, géostratégiques et autres, ma conviction est que les guerres actuelles sont des guerres de sous-développement. Ce sont des guerres de pauvreté que toutes les nations, généralement, qui sont développées, ont connues avant. Et donc, nous sommes à la croisée des chemins où l'élite politique doit pouvoir décider du sort de la nation. Si elle ne décide pas maintenant, le pays ne va plus exister. Cela a été le cas pour les pays comme les États-Unis, au XVIIIe siècle. Ça a été le cas pour la Chine. Et je crois que si on doit faire la comparaison avec un pays comme la Chine, nous nous retrouverons en 1979, où des dirigeants chinois décident de changer le sort de la nation chinoise. Et je crois que c'est le moment aussi pour nous de le faire. Et lorsque vous m'avez demandé de pouvoir discuter sur la question des stabilisations, en regardant ce qui se passe, avec tous les temps en tant qu'économiste que je consacre à analyser l'économie de la RDC, je me suis senti très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que, lorsqu'on observe l'évolution de l'économie congolaise, depuis 1960 à aujourd'hui, avec toutes les guerres que nous avons eues, aucun régime politique n'est parvenu à faire ramener l'économie du pays à son niveau de 1960, où le PIB par tête d'habitants était autour de 1400 $. Jusque maintenant, beaucoup de régimes, beaucoup de gouvernements se sont efforcés pour essayer de rattraper ce problème qui s'est posé, mais nous sommes à moins de 1000 $. Et donc la question c'est, est-ce qu'il faut réfléchir stabilisation ou faut-il réfléchir non pas reconstruction, parce qu'on n'a plus rien à reconstruire. Les infrastructures de 1960 sont devenues obsolètes. Ça veut dire qu'il faut faire de la destruction créatrice. Il faut créer de nouvelles structures. Et là, je pense que dans cette logique-là, le forum Expo Béton trouve son sens. Il y a du travail à faire en termes d'infrastructure. Il faut donc le revoir. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que donc si on doit aller dans ce sens-là, le premier point sur lequel l'ensemble des interlocuteurs et des panélistes sont revenus, je vois que c'est le point de départ, c'est la question du capital humain. La question de la place de l'homme congolais dans ce qui se passe actuellement. Il n'est pas possible, je me dis, même si nous avons 100 milliards de dollars qu'on investit dans les infrastructures, 80 vont être absorbés par les détournements, la corruption, la mauvaise gestion. Et on va travailler avec 20 milliards à peine. Et qu'est-ce qui va se passer? On ne trouvera pas les résultats qu'on est en train de chercher. On a l'expérience dans ce qui s'est passé. Donc, à mon avis, il faut commencer par ce travail du capital humain, de la qualité de la personne. Et le seul secret pour les pays d'avancer, de faire de la stabilisation vers la construction, il n'y a pas de secret. Le premier secret, c'est de pouvoir prendre les taureaux par les cornes. Les décideurs politiques doivent commencer par nous faire une administration professionnelle, une administration de développement. L'administration est dans tous les pays qui sont développés. Allez à Singapour, vous allez voir qu'est-ce qu'une administration publique. Et l'administration publique est composée par les meilleurs d'entre nous, pas les moins bons d'entre nous, qu'on envoie à la fonction publique, qu'on envoie dans l'armée, qu'on envoie dans les services de renseignement et de sécurité, dans la police. Non, ce sont les meilleurs d'entre nous qui doivent être là. C'est l'exemple d'un pilote qui conduit un avion de guerre. Vous n'allez pas envoyer quelqu'un qui ne sait pas partir, aller bombarder un point et rentrer. Vous allez perdre et la personne et l'avion. C'est-à-dire qu'on doit y mettre quelqu'un qui fait partie de l'élite de la compagnie aérienne, plutôt de l'armée aérienne. C'est la même chose avec la fonction publique, l'administration publique. Si on ne parvient pas à aller vers cette première étape, mais tout ce qu'on va raconter va être un problème
totalement, qui ne sera pas résolu. Merci. Sous aux ovations, nous remercions le professeur. Il n'a pas encore fini, hein? Il continue. C'est mon premier point. Le deuxième point, qui a été évoqué par le directeur pays de la Banque mondiale, concerne la question de la résorption du chômage. Je crois que l'un des points cruciaux qui doit se poser, vous savez que nous avons plus de 105% des jeunes dans le pays, et donc le taux de chômage est très élevé, et si nous devons passer vers la partie stabilisation, parce que s'il y a la guerre et que le niveau de pauvreté est très élevé, c'est qu'on sait facilement recruter les gens dans les bandes armées à cause de la pauvreté. Donc comment pouvoir agir cela? Je vois qu'il y a une première solution qui peut faire une résorption généralisée du chômage, c'est notamment d'utiliser le boulevard naturel, c'est-à-dire le fleuve, ça veut dire l'eau, comme étant une des premières stratégies pour la construction des infrastructures. Si vous regardez la façon dont le maillage de la pauvreté se passe dans le pays, la carte spatiale de la pauvreté, vous allez constater que les points de grande pauvreté sont ceux qui sont des villages qui se trouvent les longs du cours d'eau, les longs du fleuve. Et donc, si on parvient à draguer, à baliser le fleuve, à permettre à ce que les petites et moyennes entreprises se développent, créent beaucoup d'emplois, on va pouvoir aspirer un maximum de main-d'œuvre des anciens étudiants qui terminent pour pouvoir travailler et réduire les niveaux d'attraction des villageois vers les bandes armées. Et c'est une question que je trouve très cruciale, qui peut être développée. Et moi, je pensais que, par exemple, en termes généraux, je crois que ça va être discuté par ceux qui vont passer par les thèmes principaux, il faudrait qu'il y ait un certain nombre de projets intégrateurs qui doivent commencer la phase de stabilisation pour conduire progressivement vers la phase de construction, qui va demander un peu plus de moyens. Et pour cela, il faut chercher des projets importants. Et parmi ces projets importants, on l'a déjà constaté, c'est essentiellement les projets énergétiques. Pourquoi les projets énergétiques? C'est clair, lorsqu'on va construire une centrale hydroélectrique, les capitaux sont faciles à mobiliser par rapport à construire une autoroute. Si vous voulez construire une autoroute de 6 bandes minimum, par exemple, s'il vous faut 100, 200 millions, on sait que c'est une construction à la limite à fonds perdu. C'est-à-dire que la récupération de ces fonds va se faire beaucoup plus difficilement que, par exemple, la construction d'une centrale hydroélectrique. Prenez Inga 3, si vous avez 5000 MW qui sont produits, on va avoir 2500 MW que nous vendons à l'Afrique du Sud ou au Nigeria ou à un autre pays. Et ça fait des recettes qui vont rentrer. Et ça sera $1 milliard. Et on va utiliser ces milliards de dollars, ces recettes ou ces millions de dollars qui proviennent des premiers investissements qui ont été faits dans le secteur énergétique pour pouvoir financer maintenant les autres secteurs qui sont plus, qui absorbent des capitaux mais à fond perdu. Et je crois que ça devait être une des meilleures stratégies pour pouvoir y procéder. Cela me permet d'évoquer de manière tout à fait directe d'ailleurs par rapport au panel qui était ici tout à l'heure. Ils ont évoqué la question de l'exploitation du gaz méthane. On ne peut pas aller vers la diversification d'une économie sans qu'on ait une industrie sidérurgique. Il n'y a pas d'industrie sidérurgique dans le pays. Maluku ne représente pas ce qu'il nous faut. Maluku est déjà très loin par rapport au point de la matière première. Les deux points qui nous sont importants, c'est notamment Bomo dans la province orientale et je crois qu'il y a un autre site dans les Kasaï. Imaginez par exemple qu'on prenait le gaz méthane dans les lacs Kivu et qui est acheminé jusque dans la province orientale par pipeline, ou par d'autres techniques que les ingénieurs peuvent nous proposer, et on utilise le gaz qui pourrait permettre la production du fer dans les sites de Mbomo à un moindre coût, et nous pouvons fabriquer plusieurs industries manufacturières vont pouvoir se développer à partir de là, et les architectes et autres, plutôt les ingénieurs, vont avoir suffisamment de travail à faire, et nous pouvons réduire les niveaux d'importation de plusieurs composants de construction que nous avons dans le pays. On ne peut pas se développer sans
Sans industrie sidérurgique, comme on dit d'ailleurs que soit l'énergie est intégratrice, soit elle est désintégratrice. Je voudrais chuter par ma dernière intervention à ce niveau ici. On ne pourrait pas faire de la stabilisation sans qu'il y ait une gestion efficace des finances publiques. Et on se rend compte que pour l'instant, ou depuis un certain nombre d'années, depuis d'ailleurs 2010, on a décidé de faire basculer les finances publiques, à partir de l'OFIP, du budget moyen vers le budget programme, de manière à donner une forte responsabilité aux gestionnaires des fonds et laisser une faible marge de manœuvre au ministre des Finances et au ministre du Budget, de telle sorte que le ministre des Finances s'occupe essentiellement à rechercher les moyens pour financer l'économie. Parce que nous sommes en train de parler de stabilisation, on ne va pas faire la construction pour mobiliser 100 milliards de dollars si on n'a pas une stratégie importante de financement de cette économie-là. Et l'acteur principal, c'est le ministre des Finances, pour les cas du gouvernement. Bien évidemment, on va entrer dans les partenariats publics-privés, mais il faut d'abord que le gouvernement puisse agir. Et la meilleure façon d'agir, c'est de pouvoir activer le marché monétaire et le marché financier, ce qui est, pour l'instant, le ventre mou de l'économie congolaise. Et donc, il faut, à mon avis, entre autres, basculer vers le budget programme, en plus de gérer d'autres questions des finances publiques que nous pourrons évoquer pendant les discussions. Je vous remercie.